Ce qu'on peut faire pour améliorer encore plus le look, c'est gérer ce système de stepping que l'on voit ici. Pour ça, on va devoir utiliser ce paramètre que l'on a ici, le Velocity Blur. Lui, il est génial parce qu'il va nous permettre de prendre notre volume et de l'étendre d'une certaine manière. Et on va l'étirer. Et ce qui serait bien, c'est qu'on vienne faire comme une interpolation entre les deux images, entre cette frame-là et celle-ci. Ça serait bien qu'on ait comme des filaments qui viendraient se lier ensemble. Une interpolation entre les deux volumes, entre ce volume-là et ce volume-là. Donc pour ça, on a directement le Velocity Blur qui va nous aider. Mais pour ça, il va falloir lui fournir un field de vélocité. Donc pour ça, je peux très facilement utiliser le node trail, qui lui par défaut est configuré sur Preserve Original. Lui, en fonction du nombre d'incrémentations qu'on va lui donner ici, il va dupliquer la frame précédente. Et plus on lui donne d'incrémentation, plus il va aller chercher loin dans les frames précédentes. Okay, donc ça c'est cool dans certains cas, mais nous on veut pas préserver le shape original, on veut compute la vélocité sur la même logique. On va regarder la frame précédente et on va voir les points où ils étaient à la frame précédente et on va regarder les points à la frame suivante et on va déduire leur déplacement, leur vélocité, leur vecteur de vélocité, dans quelle direction ils sont allés. Et surtout, la longueur de ce vecteur va nous permettre de savoir à quelle vitesse ils vont se déplacer. Donc quand je parle de longueur de vecteur, ici, là, ce qu'on a créé, en réalité, grâce à Compute Velocity, on a créé un attribut qui s'appelle petit v. V pour vélocité. Okay, donc ce v, par défaut, il a un widget qui est déjà préconfiguré dans Houdini, qui est celui-ci, Display Point Trail. Il va nous permettre en fait de visualiser les trails de vélocité sur nos points. On voit que cet attribut est stocké sur les points ici, point attribut, et il y a bien V qui existe dessus. Donc en gros, ça veut dire que là, sur chacun des points, j'ai sa prochaine direction. Où est-ce qu'il va aller? Dans quelle direction il va aller? Et en fonction de la longueur de ce trail, eh bien, à quelle vitesse il va y aller dans cette direction. Okay, c'est pour ça que c'est toujours confus entre la vélocité et la vitesse. La vélocité, c'est le vecteur directionnel, dans quelle direction cela va, le point va, entre la frame précédente et la frame suivante. Et la vitesse, c'est en gros la différence de déplacement entre les deux frames. Ça va nous permettre de calculer la vitesse de déplacement. Donc tout ça pour nous faire avoir ce vecteur de vélocité que l'on va pouvoir ici, dans le volume Rasterize Attribute, que l'on va pouvoir sample à l'intérieur, comme on a fait pour Burn. Burn, à la base, c'était un attribut en une seule dimension, donc c'était juste une seule valeur. Là, en l'occurrence, c'est un attribut en 3 dimensions, étant donné que c'est un vecteur. Pas de souci, le volume Rasterize Attribute, lui, il sait très bien les gérer, ça. Le premier, il nous le met bien en float, juste en une seule unité de mesure. Et le V, il nous le met bien en vecteur 3. Et de cette manière-là, en fait, il est en train de créer un volume qui maintenant s'appelle V, comme il a fait avec Burn, sauf qu'il me le fait en 3 dimensions. Donc chaque voxel va stocker les fameuses directions. Donc il m'a créé bel et bien 2 volumes. Et l'avantage de ça maintenant, c'est que je peux créer un Velocity Blur sur cette base-là. Ça n'aurait pas fonctionné si j'avais enlevé mon trail. Si je n'aurais pas compute la vélocité et si je n'avais pas rasterisé cet attribut V, le Velocity Blur n'aurait pas fonctionné. Là, l'avantage, c'est qu'en l'activant, je réactive mon trail, je vais pouvoir comme ça extrapoler, déformer, comme je le disais tout à l'heure, mon volume, ce qui va me permettre de manger un petit peu d'espace. Si je vais ici dans le shutter et que j'augmente mon shutter, on voit qu'en fait, ce qu'il est en train de faire, donc là, par défaut, il est comme ça, mon volume, et là, il va aller s'étirer dans la direction de mon vecteur en fonction de sa longueur. Si j'augmente le Velocity Scale ici, je vais extrapoler la vélocité initiale qui est calculée, c'est un effet multiplicateur, ben on voit que ça agit directement ici sur mon volume blur. Okay, bon, je ne vais pas le faire ici, c'était juste pour le montrer, mais en gros le shutter
c'est ce qui nous permet de faire, c'est exactement la même chose, c'est un facteur multiplicateur de la vélocité. Là, le défaut, c'est qu'il ne pointe pas dans la bonne direction, là, il pointe devant. Moi, je veux l'inverse, je vais aller prendre le shutter offset et je vais le mettre en -1, à l'inverse de +1. Ça va me permettre d'avoir comme un ghost derrière ce bras. Et en gros, là où ça va aller vite, donc plus ça va vite, plus la lens de ma vélocité va être grande, et plus mon vecteur est grand, plus la longueur de mon vecteur est grande, plus ça va déformer mon volume. Quand ça s'arrête, ça reste quasiment naturel. Donc là, c'est très cool parce que juste en faisant ça maintenant, si je me mets de vue d'en haut, même sans augmenter mon nombre de substeps, eh bien, ça commence à être très propre. Je vais remettre la différence. Là, on a le stepping. Et encore, il se voit plus très bien. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai compute la vélocité. Je vais l'enlever. On va essayer 100. Voilà. Là, il y a moins de vélocité, donc pas de mouvement. Le stepping se voit beaucoup plus. Là, je rajoute juste la vélocité que je viens de compute. Ça aide un petit peu au mouvement. Ça embarque un peu la fumée. Mais là, je viens extrapoler mon volume pour avoir une source un peu plus présente. On le voit ici. Voilà, là, clairement, les traits qu'on a ici, c'est issu de mon volume blur. Ok. Donc voilà, ça c'est une technique pour éviter les gaps et avoir, même si le mouvement est rapide, avoir quand même un volume qui suit correctement le mouvement. Ok. Donc très bien. Avant de pousser les résolutions de notre simulation, on va faire une dernière chose. On va aller dans le shape ici et on va venir activer les 3 composants, disturbance, turbulence et shredding. Alors le shredding, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des patterns, si je dis pas de bêtises, à partir de la flamme. Donc il va prendre le volume de flamme et il va venir un petit peu le crépiter. C'est un petit peu comme des patterns électriques en 3 dimensions, hein. Comme des circuits imprimés plus exactement, en 3D. Et en gros, il va agir sur la flamme et il va venir faire des petits pics comme ça, dans toutes les directions, en 3 dimensions. Et par voie de conséquence, vu qu'on crée de la densité et de la température sur la base de notre flamme, si notre flamme est un petit peu, advectée, eh bien tout le reste va en découler. Donc là, on voit qu'on est on a les shapes de notre densité qui est très arrondi. C'est pas naturel, c'est pas joli. Donc rien qu'en mettant le shredding, donc là c'est le base block size, ça va être en gros le shredding, ce qu'il fait, c'est qu'il découpe par rapport au field qui enferme la simulation. Lui, il va découper des blocs comme des cubes et à l'intérieur il va faire plusieurs shredding. Donc plus on a la taille du shredding qui est petite, plus ça va subdiviser d'une certaine manière l'intérieur du bloc et opérer le shredding à l'intérieur de plein de petits blocs. Donc ça va résulter à plein de petits détails, de micro-détails, à l'inverse de si on augmentait massivement notre base de blocs ici, eh bien les morceaux de blocs seraient très gros, et donc les shreddings qui en résulteraient seront très gros aussi. Donc on va baisser ça, et on va augmenter l'amplitude du shredding, pour que ça soit un peu plus visible. Ça n'est peut-être pas assez. Ouais, j'ai quelque chose qui commence à opérer à 100 d'amplitude de mon shredding. On voit ici que ma flamme commence à crépiter, ça garde le mouvement, ça garde le shape général, mais elle crépite un peu plus. Je vais peut-être baisser un peu la résolution ici. Je vais me mettre à 0.1 juste pour tester. On devrait y voir un peu plus de détails. Là, elle commence à crépiter la flamme. À l'inverse de si je le désactive, on voit que ma flamme reste un peu plus entière. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est rajouter la disturbance qui, elle, vient taper directement dans la densité, donc elle ne va pas affecter notre flamme directement. Notre flamme est déjà advectée par le shredding. La disturbance, elle va venir advecter d'une certaine manière notre density. Le threshold field ici, c'est celui qui va contrôler l'effet et donc ajuster le field.
Donc là, ça va faire un petit peu la même logique que le shredding. Ça va un petit peu rajouter du détail à l'intérieur de la smoke pour éviter d'avoir le côté champignon. Je pourrais peut-être désactiver le shredding pour qu'on voit un peu mieux. Donc là, je conserve les gros champignons qu'on avait tout à l'heure. Sauf que là, on va voir normalement, quand je vais commencer à augmenter les valeurs ici de disturbance, on va avoir des fractures dans le bloc arrondi ici, qui vont commencer à opérer et se répéter à l'intérieur de eux-mêmes. Donc là, le base block, pareil, on va le baisser et on va augmenter ça par 10. Et là, on voit déjà le résultat qui opère. Donc vu qu'il y a de la densité qui est créée directement à partir de la flamme et qu'il y a un smooth entre les deux, direct, on voit que ça fonctionne. On a plus l'aspect du dragon, feu incandescent directement. Alors bien évidemment, ça advecte également la vélocité. Donc ça peut un petit peu changer le shape général de la sim. Là, il est clairement trop puissant à 10. Je vais le mettre à 2, ça ira. Ouais, même 1.5 à peu près. Voilà, c'est juste pour avoir un peu de mouvement. La size me plaît plutôt bien, mais c'est surtout pour break un petit peu ces côtés trop ronds de la smoke. Ok, ça commence à être pas mal. Le dernier point va être la turbulence. Alors la turbulence, pour un petit peu la réfléchir comme un vent qui va opérer directement sur la température. Cette flamme, elle émet de la température. La température, on la visualise pas très bien encore pour le moment. On la visualisera plus à la fin. Mais en gros, c'est celle, comme on l'a vu tout à l'heure, qui advecte un petit peu nos fumées et notre flamme. C'est un peu comme la vélocité, mais pas exactement. Et enfin, c'est un hot field. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va pouvoir créer une turbulence à l'intérieur de cette température. Donc il y avait la température qui poussait tout simplement les trucs vers le haut. Et bien là, en plus, elle va être advectée, cette température, par cette signature de noise qu'on a là, le Fast Simplex Noise. On pourrait le changer. Mais celui-ci devrait bien aller. Ce qui va encore plus donner de mouvement à l'intérieur de notre température et donc de notre volume de manière générale. Donc voilà, clairement, ce petit bloc de fumée qui part vers le bas, c'est typiquement de la turbulence qui opère sur la température directement. Okay, voilà, ça peut rajouter un peu plus de réalisme. On commence à être pas mal. Je réfléchis. On peut s'amuser à essayer d'aller chercher un peu plus de résolution si on veut. Le lifespan, ouais, il se délite bien à 2 secondes, c'est bien. On va le garder comme ça. Ouais, c'est pas mal. Le look, pour le moment, on n'y touche pas. La seule chose que je te conseille de faire dans le output ici, c'est d'écrire ce volume en VDB. Là, par défaut, il sort en volume standard Houdini. Il est en vert, donc on sait que c'est du volume standard Houdini. C'est mieux d'avoir la librairie VDB, elle est plus optimisée en termes d'espace. Et surtout, il nous merge tous les vecteurs fields X, Y et Z de la VEL. Donc ça c'est cool, ça évite d'avoir 3 fields pour rien, hein, si je le désactive Convert to VDB. Là on a 3 fields, vel X, vel Y et vel Z, donc on a 3 fois ces fields qui embarquent plein de voxels. C'est pas terrible. Donc on va enlever ce field de vel, on va en mettre qu'un seul. Voilà, il a le même nombre de voxels. Ça descend quand même drastiquement le nombre de voxels. Et on peut écrire ça en 16 bits float, pareil, par défaut ça sort en 32 bits float, c'est plus léger. On peut cull et resample la vélocité. Alors ce qui se passe, c'est que la vélocité, elle agit dans l'intégralité du bloc, dans l'intégralité du field, et elle est, elle est présente à l'intérieur de tout ce field, donc tous les voxels sont actifs. On n'est pas obligé d'avoir tous les voxels actifs à l'intérieur. On peut juste les restreindre par rapport à la densité. C'est ce qu'il va faire. Il va juste resize la vélocité là où il y a de la densité. Et ça va permettre en fait de libérer encore plus d'espace. Quand j'active le cull volume ici, il va me transformer, je crois que c'est décrit ici.
voilà, il va restreindre l'activité des voxels juste sur le masque volume. Et en toute logique, le masque de volume, c'est la densité. Donc là où il y a de la density, eh bien, ou les autres volumes, même de manière générale, flamme ou température, là où ces volumes sont présents, la vélocité sera restreinte uniquement à cet endroit-là. Ce qui va sauvegarder presque divisé par 2 le nombre de voxels, hein, si on réactive. Là on était à 1,6 million, et là on descend à 900 000. C'est pas mal. On prend. Chaque frame, on prend. Donc voilà, assez intéressant. Ça commence à avoir de la gueule. Et on va pouvoir passer à la 3e étape qui est celle du Pyrobake volume. Alors par défaut, le PyroSolver est déjà équipé d'un système de look qui nous permet d'ajuster un petit peu en post-process notre smoke, si on veut ajuster la densité ou le fire, si on veut extrapoler le fire, voilà, on peut le faire comme ça. C'est pas l'idéal de le faire avec ce post-process, il manque pas mal d'autres outils qui sont intéressants. Donc nous on va le faire directement avec le Pyrobake volume, c'est à peu près les mêmes paramètres, on a la smoke, le fire, ça c'était les deux qu'on vient de voir avec le PyroSolver, mais on en a deux autres de plus, le scatter et le secondary fire. Donc ce qu'il faut regarder, c'est les bindings ici, c'est là où c'est important. Et surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tous les activer. Donc le smoke par défaut, il est activé. Le smoke, quand on regarde dans le binding, smoke, je suis bien dessus, donc smoke, smoke. Le smoke volume, il est en train de regarder la density, d'accord? Donc la density, c'est la fumée qu'on a créée sur la base de la flamme à la base, ok? Donc parfait, ça on n'y change rien. Le scatter, tout est grisé, il faut qu'on l'active. Le scatter, on va l'activer, pour le moment on va pas trop le regarder, on regardera un peu plus tard. Le fire, on va l'activer aussi, il n'y a pas grand chose qui se passe. On va dans binding, donc scatter il va regarder la température et en masque il va regarder la density. Et le fire il va regarder le fil température, ainsi que pour la couleur également. Pareil, on va aller dans le secondary fire et on va l'activer. Et là, c'est la seule chose qu'on va avoir besoin de changer. Le trail température, c'est pas un field qu'on a. Par défaut, il attend ça, lui. Nous, on n'a pas ce field là. Il vient d'un autre setup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplacer. On va pas utiliser celui-ci. On va utiliser à la place celui qu'on a, la flamme. Donc, dès qu'on fait ça, le secondary fire, automatiquement, il est setup à 250. Et il a un profil de couleur qui est setup en black body. Non. D'ailleurs, en black body, ça tue. Black to orange. Donc, ce black to orange, automatiquement, il est setup. Sa range, sa source est comprise entre 0 et 1. Ça, il faut se référer au burn initial. On sait que notre burn initial, il était à 1. Bon, la range est correcte. Mais l'avantage, c'est qu'on a aussi un bouton ici qui nous permet de compute automatiquement la range si elle a changé durant notre simulation. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Là, on est proche de 0. Et c'est pas mal. On peut compute aussi la couleur pour qu'elle ait la bonne range. Et notre fire est cool. Donc j'ai pas envie que ça soit trop présent derrière. Ce qu'on peut faire, c'est venir réduire. Hop là. Je vais arrêter la timeline. Une clé d'animation qui me plaît. Donc au début c'est cohérent. Mais ensuite, j'ai pas trop envie que ça persiste. Voilà, ça me plaît. Donc je viens de tirer à peu près à 0.3. Ce qui était en minimum, ça va devenir 0.3. Tout ce qui est en dessous de 0.3 sera égal à 0 maintenant. Quasiment. Là, c'est bien aussi. On peut venir les tirer encore un peu aussi. Pour éviter que ça soit trop en basse résolution. Donc là, c'est bien. On a notre flamme qui opère. Comme on l'attend. Et maintenant, on va aller voir le fil qui est géré par la température. Donc rappelle-toi, la température, elle est censée encore exister un petit peu, jusqu'à ce qu'elle devienne plus froide. Elle est censée exister dans notre fumée. Ok. Sauf que la différence, c'est que sa range, elle va pas être comprise entre 0 et 1. Normalement, elle sera beaucoup plus basse que ça. Donc on peut la compute, voilà. Et elle va commencer à plus exister. Ouais, voilà, elle était à 0,03. Au maximum. Ok.
Donc là, on peut venir faire pareil si on veut, ou à l'inverse, venir extrapoler les valeurs qui étaient plus présentes vers la fin. Donc là, comme ça, on récupère un petit peu de température à l'intérieur de notre smoke jusqu'à ce qu'elle se refroidisse complètement. Notre flamme est un peu trop intense ici, il faudrait la réduire. Essayer de la désactiver ici. Non, c'est ma température qui opère là, à cet endroit-là. Pour le moment, je vais désactiver la température. On va regarder que le field de flamme pour essayer de le gérer au mieux. Je veux que ma flamme soit vraiment très sharp. Ok. C'est pas mal. Par contre, mon fire, je vais désactiver ma flamme pour le moment. Et ma température, je veux pas qu'elle soit autant présente au début. On va faire l'inverse. On va inverser ça. On va compute ça et on va inverser ça. Voilà. Au moins, c'est un peu moins présent au milieu. On va laisser la place à notre flamme, ici. Et on va prendre tout ce qu'il y a au contour. Donc si je désactive ma température, je réactive ma flamme, on a l'intérieur. Et dès que je la réactive, on a l'extérieur. Tout ce qui est émis à partir de la flamme. D'accord ? Donc là, on pourrait le changer. On pourrait faire un black body. Au moins, on aurait cette couleur rouge plus présente ici. Et ainsi de suite. Bon, c'est pas super avec le rouge. Je vais le remettre en orange. Donc ce paramètre de température, rappelle-toi, on le gérait directement dans notre PyroSolver. On avait un système de cooling rate sur notre température. Donc là, la diffusion, on va pouvoir directement la gérer là-dedans. Ça va éviter qu'elle se smooth de trop, cette température, et qu'elle se dissipe trop rapidement. On peut garder pour le moment le cooling rate. Mais voilà, la température se smooth beaucoup moins vite. Elle est encore présente. Pour le coup, elle se smooth plus assez vite. Mais voilà, ça commence à être intéressant. On pourrait extrapoler la source, la création de smoke. On pourrait doubler ça, voire même tripler pour voir un peu ce que ça donne. Et ça commence à être pas mal. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller s'occuper dans le Pyrobake Volume de notre smoke. Cette smoke, on peut ici venir extrapoler sa densité, donc la rendre plus épaisse, et gérer son absorption. Donc là, ça va être vraiment efficace quand on va mettre une source de lumière dans notre scène. On va le faire de suite. On va le laisser à 10, ça ira très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un sol. Donc là, je suis remonté dans le contexte objet. Ce sol, on va vraiment l'extrapoler, ok. Et on va venir créer juste une light ouais, pour le moment, on peut la garder en point. Ça ira. Et on peut la monter comme ça. On va la mettre derrière notre volume. Ouais, c'est pas mal. Et on va augmenter son intensité de manière drastique. Par défaut, normalement, il y a les color corrections qui ont été mises à jour avec Houdini 20. Donc si tu as cette version, tu peux faire un clic droit et faire un clic sur la checkbox ici. De cette manière-là, tu vas avoir le sRGB display que tu vas pouvoir mettre en ACES. Par défaut, tu es en N-Tone Mapeb. Tu peux passer en ACES 1.0. Ça va aider à éviter d'avoir les blancs ou les noirs qui crachent, ce qui va te permettre de prendre un peu plus de couleurs dans ta scène, de nuances de couleurs. Là, ça commence à être pas mal du tout. On commence à avoir un truc intéressant. On peut même se mettre de l'autre côté. Voilà, c'est cool. Ça commence à ressembler à une smoke pas mal. Ok. On a bien la flamme, on a bien la température, on a bien l'épaisseur de notre smoke. Il nous manque juste un petit détail qui va faire la grosse différence, ça va être le scatter. Le scatter, il existe déjà, sauf que sa range, elle est pas bonne. Son source range, lui, je crois qu'il est sur la température de base. Voilà, non, c'est le scatter, ouais. Température, et il va être masqué par la densité. Donc, le scatter, ce qu'on va faire, c'est que on va compute la range. Elle était comprise entre 0.3 aussi. Et on va pouvoir comme ça augmenter la source de luminosité à l'intérieur de notre volume. Si on le désactive,
Voilà, on voit l'émission qui opère. Le fire, on peut l'augmenter aussi. Ça va aider. Ça va aider à... Donc ça c'est la température. Hein. Ça va aider au scatter un petit peu. Et on va avoir un système de blooming comme ça. Qui va opérer à l'intérieur de notre smoke comme si elle était incandescente. Ou un système de gaz à l'intérieur. Ce qui rend l'effet très cool. Donc s'il n'y a plus de température, forcément il n'y aura plus de blooming. Et ça va rendre l'effet ultra intéressant. Ouais, c'est pas mal. Ce qu'on va faire pour peut-être donner un peu plus de matière, c'est qu'on va augmenter le nombre de substeps. On l'a pas fait depuis tout à l'heure, l'effet est déjà très cool maintenant. Je vais l'augmenter à 3, je vais rester en même nombre de voxel size. On va juste augmenter le nombre de substeps. Pour le moment, on est encore en basse résolution au niveau de notre voxel size. Mais on va augmenter le nombre de substeps, ce qui va résulter dans le fait qu'on va avoir encore plus de sources de densité et on va avoir encore plus de sources de flammes et de température. Donc ça va encore donner plus de détails à l'intérieur de notre volume. Là, on a clairement un grand coup de poing incandescent. Ça, c'est vraiment cool. Alors, vu que tout s'opère 3 fois, là, on voit bien le shredding qui opère ici et la disturbance sur la smoke directement. Là, on le voit. Ces patterns, là, c'est typiquement de la disturbance. On commence à avoir beaucoup de détails sur la smoke, c'est cool. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut finir sur ça. On va venir prendre juste un peu... Ah, on peut augmenter le blur sample ici pour augmenter encore la qualité. Le blur sample, je te le montre. Ici, tu vois, on a un système de stepping quand même, encore légèrement. Plus tu augmentes ton blur sample, plus tu vas smooth ton volume. Ce qui va faire une meilleure qualité de volume. Plus ça va aller vite, plus ça va faire une meilleure qualité de volume. Ça, tu peux l'augmenter drastiquement. Ça a très peu d'influence sur le processing. Et on peut réduire ça jusqu'à 0,006, admettons. Ouais, c'est pas mal. Je peux réduire légèrement la taille de mon volume. Et on va voir ce que ça donne. On va remonter l'étage dessus. Et je vais faire un flipbook sur cette base-là. Bon bah écoute, voilà, le rendu est terminé. En tout cas, le rendu en Playblast juste ici. Ça a l'air pas mal. Je trouve ça très bien pour une première version. On voit bien le shredding sur la smoke. Là, il est bien pertinent. La flamme se comporte correctement avec la disturbance à l'intérieur. Ça, c'est génial. On a une vraie flamme. Le mouvement est smooth, il est très joli. On manque un peu peut-être de température. Elle devient beaucoup trop froide d'un coup. Ça aurait été bien de garder un peu plus de température. La smoke ne disparaît pas assez vite. Tu peux changer si tu veux la dissipation, augmenter cette dissipation pour éviter qu'elle soit trop présente trop longtemps. Voilà, dans l'ensemble c'est pas mal. Tous ces ajustements, on va les faire dans les prochaines vidéos. Et on mettra bout à bout d'autres shapes, d'autres formes qui vont nous aider à créer notre effet. Là pour le moment on n'a que la flamme qui enroule le bras. J'espère que cette première partie de vidéo t'a bien plu. Dis-moi en commentaire si ça te convient. Si tu n'es pas abonné à Foxform, je t'invite à le faire. Au moins tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. En attendant, je te salue et je te dis à très vite.